Sincèrement, je vois pas ce que je fais ici face caméra, car dans le concret, toutes les images que tu vas voir qui ont été enregistrées depuis mon Atomos, où l'on voit les performances de l'autofocus du X-H2S et depuis la dernière mise à jour, sont suffisantes à elles-mêmes pour comprendre à quel point ici on est face à une évolution sur l'autofocus. Et très clairement que le game au niveau de l'autofocus qui était mené par Sony et Canon est à présent redessiné. On a une troisième marque maintenant qui arrive au même niveau avec Fujifilm et qui sur certains points, ou en tout cas par rapport à ce que j'ai testé ici, je me demande si on n'est même pas un poil au-dessus. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de te donner un contexte pour donner du corps à cette vidéo et que tu puisses encore mieux la comprendre. Je vais revenir une petite dizaine de jours en arrière. Je reçois un appel de Fujifilm Belgique. Ils prennent de mes nouvelles et puis surtout ils me demandent « David, est-ce que tu as eu l'occasion de tester la dernière mise à jour ?» Là, je leur explique que j'ai beaucoup de boulot pour l'instant, donc que malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment la tester. Et puis surtout, moi, la chose pour laquelle je m'impatiente de tester, eh bien, c'est surtout l'application maintenant du file transmitter qui va nous permettre un contrôle à distance du boîtier et surtout sur des possibilités en multicaméra. J'attends encore ici la mise à disposition du file transmitter pour en faire un retour d'expérience aussi sur la chaîne. Mais en attendant, ceux-ci me disent « Non, ici, est-ce que tu as pu tester les dernières performances de l'autofocus ?» Je leur dis « Non, pas vraiment. Comme je vous dis, je n'ai pas encore eu le temps par rapport à ça. » Et là-dessus, ils me disent « Écoute, est-ce que ça t'intéresse ?» Et en testant les performances, est-ce que ça t'intéresse de nous donner un retour d'expérience pour une vidéo qui sera justement présente sur le site fujifilm.com. Honnêtement, je me suis senti hyper gratifié par rapport à cette proposition parce que ça veut dire que Fujifilm en tout cas reconnaît le travail que j'ai établi et que ceci, il l'apprécie. Et malgré le fait que je sois multimarque, même si j'ai, on ne se le cache pas, un gros coup de cœur pour Fujifilm, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne 100% vidéo Fujifilm, ça m'a fait super plaisir et c'est surtout là aussi que j'ai vu l'ouverture d'esprit de chez Fujifilm parce qu'on ne va pas se le cacher, toutes les autres marques, quand elles ont justement des partages, des retours d'expérience de créateurs, ce sont des créateurs qui sont brandés à la marque, ils ne touchent pas d'autres marques, point barre. Or, moi, ce n'est pas le cas, je touche d'autres marques, mais ici, ils me le proposent. Donc, j'ai trouvé ça génial de leur part. Ça, c'est pour moi une réelle ouverture d'esprit d'une marque. Et je pense qu'il n'y a qu'eux qui font ça. Voilà, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'y a qu'eux qui font ça. Et donc, chapeau à Fujifilm, en tout cas, pour cette ouverture d'esprit. Donc, ils me proposent, ils me disent, voilà, David, est-ce que ça t'intéresse de faire ce retour d'expérience? Je leur dis oui, d'office. Moi, ça m'intéresse, je trouvais ça hyper gratifiant. Donc, d'office, je leur dis oui. Mais bien entendu, il faut que je teste aussi de mon côté pour voir si ça fonctionne bien, quoi. Parce qu'évidemment, si ça ne va pas, je vais, à part dire que non, c'est pas bon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, je m'arrange un peu, je regarde avec mon agenda ainsi que le boxeur Ismaël, avec qui je fais énormément de contenu, pour trouver une date et pour un peu pouvoir tester tout ça. Et puis surtout, je leur dis quand même, attention que moi, je vais le tester avec un boxeur. Et je leur rappelle que toutes les marques qui sont présentes sur le marché détestent ça. Ça, c'est quelque chose qui, il y a encore 2-3 ans, il y a des workshops qui se faisaient où justement il y avait la présence de boxeurs. Les marques ne veulent plus. Elles ne veulent plus de présence de boxeurs dans les workshops parce qu'en fait, c'est un réel problème. Les mouvements sont beaucoup trop rapides et le boxeur a tout le temps en fait ces points qui viennent devant ses yeux, devant son visage, surtout avec les gants de boxe, ça prend tout le visage. Donc en fait, l'autofocus perd pied en fait et c'est plus vraiment se remettre. Donc en fait, c'est un gros problème et les marques ne veulent plus ça dans les workshops. Et moi, je leur dis d'entrée de jeu, je vais le tester, mais avec un boxeur. Ils me disent, OK, fonce, dis-toi que tu vas découvrir un tout nouveau boîtier avec cette mise à jour. Alors moi, quand on me dit ce genre de phrase-là, j'y crois plus vraiment. Donc je dis, ouais, OK. Je vais tester et puis je reviens vers vous. Le jour du test arrive, je commence à faire 2-3 prises avec le boxeur, avec Ismaël. Et là, la violence de l'autofocus, la violence. J'ai pris une claque. J'ai pris plusieurs claques ce jour-là, j'en revenais pas. J'en revenais pas très clairement de ce que j'ai vu. Alors, d'un point de vue technique, j'ai pas modifié les paramètres de base de l'autofocus. J'ai laissé en tout cas les paramètres de vitesse des moteurs, des objectifs, ainsi que de la sensibilité sur le zéro, sur la neutralité. Donc, j'ai pas modifié cela. J'ai vraiment regardé ce qu'il était possible de faire sur les réglages d'origine et j'ai vu une violence au niveau de l'autofocus dans le sens où quand on regarde les rushs qui ont été enregistrés par l'Atomos où on voit justement l'interactivité de l'autofocus,
On voit en tout cas à quelle rapidité celui-ci arrive à détecter l'œil au moment où justement les points ne sont pas devant le visage, et au moment où ça redevient devant le visage, il retire la détection de l'œil, puis il la remet. On a une violence dans cet autofocus qui est mais dingue, quelque chose que je n'avais réellement jamais vu. Donc j'étais voilà, je l'ai même partagé en direct sur Instagram parce que je revenais pas en tout cas de voir ce que je voyais là à l'écran. C'était assez dingue pour moi. Toujours d'un point de vue technique, comme il s'agit ici évidemment de la création de contenu que je fais à la base pour Fujifilm, justement pour leur site fujifilm.com, pour donner évidemment du crédit à leur autofocus, j'ai utilisé des objectifs natifs, des objectifs Fujifilm, ce qui est logique en soi. Donc j'ai utilisé le 33 mm 1.4, donc ici c'est la génération LM. J'ai utilisé le 33 mm 1.4. Je voulais par contre des objectifs à grande ouverture, faut pas déconner, parce que si c'est f8, c'est facile. Hein. Donc je voulais de la grande ouverture et j'ai utilisé le 16 mm 1.4. J'ai utilisé le 16 mm 1.4 pour faire justement les tests. J'ai pas les rushs d'enregistrer, mais j'ai fait quelques tests vite fait en fait avec par exemple un objectif que j'utilise juste ici qui est le Sigma 24 mm et la bague d'adaptation Fringer. Alors en fait, on voit que le boîtier lui garde les mêmes performances, mais ce qui suit pas en fait, c'est les moteurs de l'autofocus du Sigma. Donc en fait, les moteurs sont trop longs, quoi, sont trop lents sur le Sigma, donc on n'a pas la même justesse. On voit par contre que le boîtier, lui, arrive à détecter l'œil, malgré que des fois l'image soit un peu floue, parce que justement les moteurs du Sigma ne suivent pas. Mais par contre, là-dessus, sur ces objectifs-là, honnêtement, ça se démerde super bien. Ce qui est aussi dingue et qui clairement en fait n'est pas assez répandu d'un point de vue information, c'est qu'on a aussi le suivi de l'œil sur la 4K 60 et la 4K 120 images par seconde. Alors avec un temps de lecture, un temps de reconnaissance un peu plus lent au fur et à mesure qu'on monte dans la fréquence, donc on le voit sur le 120 images d'ailleurs qu'il ne suit pas aussi rapidement en tout cas que sur le reste, mais en attendant le job est fait. Et ça, la détection jusqu'en 120 images par seconde, il n'y avait que Sony en fait qui proposait ça. Il n'y avait que Sony qui arrivait à le proposer. Et maintenant, on l'a avec Fujifilm et on l'a, et qu'est-ce que ça fonctionne bien. C'était déjà présent sur la version 2 du X-H2S, donc sur la version firmware V2, c'était déjà présent, mais ça fonctionnait pas aussi bien. Ici, ça fonctionne nickel, et de nouveau, mais voilà, j'avais du mal en tout cas à comprendre ce qui arrivait ici à l'image. Quand Fujifilm m'a dit tu vas découvrir un tout nouveau boîtier, en fait là ils sont pas foutus de moi, ou en tout cas d'un point de vue autofocus bien entendu, ils sont pas foutus de moi, ils avaient raison, je découvre un nouveau boîtier. Je découvre un nouveau boîtier et surtout des performances auxquelles je me serais jamais attendu à voir apparaître chez une marque qui n'est pas Sony et Canon. J'ai été aussi un peu plus loin parce que j'ai voulu tester si ça fonctionnait bel et bien en vertical. La violence de l'autofocus, elle est toujours là et même en vertical. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, c'est de façon native en vertical. Donc, moi, je devais m'assurer aussi que ça fonctionnait bel et bien en vertical. Ça fonctionne nickel en vertical. De la même façon, la détection des yeux est aussi bonne. Et ce qui est aussi compliqué, parce que dès qu'on arrive en périphérie de l'image, généralement, l'autofocus a du mal à gérer ça. Et là, aucun problème. Donc, tout est vraiment dingue là-dessus. Il y a une chose qui doit encore évoluer, par contre, pour la partie vidéo. Ça, c'est pas encore présent. Prochaine étape, je vous le dis, là, Fujifilm, si vous regardez cette vidéo, c'est votre prochaine étape. On aimerait bien avoir le suivi d'objets. Donc ça, vous l'avez pas encore intégré. C'est présent dans des marques comme chez Lumix, comme chez Canon et comme chez Sony. Vous n'avez pas encore ça, c'est-à-dire le suivi d'objets. Donc quand on clique sur quelque chose, il reconnaît ce que c'est et il commence à le suivre. Ça, vous l'avez pas. Moi, je vous attends là-dessus. Je veux l'avoir dans les performances en vidéo. C'est important, en tout cas pour nous aussi, d'avoir ce suivi d'objet. Et honnêtement, si vous nous mettez un suivi d'objet qui est aussi bon que l'autofocus ici que vous avez par rapport aux yeux, ça va être un véritable régal là-dessus. Alors évidemment, ici, il ne s'agit que de mon retour et par rapport à ce domaine-là, le domaine du sport en somme. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir, et par la communauté Fujifilm qu'on représente, s'il y en a d'autres et qui sont experts dans leur domaine, que ce soit dans le domaine automobile ou dans le domaine animalier, si on affiche de telles performances, en tout cas par rapport à la reconnaissance
performances d'objets qui sont intégrés dans les performances d'autofocus du X-H2S, c'est-à-dire les trains, les avions, tout ce qui est motorisé, ainsi que les animaux. Donc il faudrait voir si maintenant on a de si belles performances par rapport à ce créneau-là, qui moi me touche un peu moins, ou en tout cas ce que je fais dans le domaine automobile, mais je ne vais pas en tout cas filmer des courses, hein. Moi je fais principalement tout ce qui est sortie de véhicules, mais je ne fais pas de course automobile, donc forcément moi j'ai pas de véhicule qui est ultra en mouvement, donc j'aurais pas de quoi simuler un véritable test par rapport à ça, mais ça serait bien en tout cas d'avoir un retour de ces utilisateurs-là, et toujours pour la partie vidéo, hein, je parle toujours pour la partie vidéo bien entendu, pas pour la partie photo. Mais ouais, c'est dingue, c'est vraiment, vraiment impressionnant ce que Fujifilm a fait ici par rapport au X-H2S. Et du coup, ça pose plein de questions par rapport à l'avenir de la marque. Au moment où on fait cette vidéo, j'ai plein de gens en tout cas qui évoquent autour de moi un futur XS20, hein. Moi qui adore le XS10, le XS20, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, et surtout de voir si ce XS20 va aussi intégrer ces performances de l'autofocus. Parce que si c'est le cas, si le XS20 commence aussi à intégrer ces performances d'autofocus qu'on a ici dans le X-H2S, hein, qui me filme, hein, j'adore cette caméra, si on intègre ces performances d'autofocus, ça va un peu de nouveau aussi changer le marché. Pourquoi? Parce que le XS20 étant un boîtier entrée de gamme, par contre avec des performances de dingue, comme il a un boîtier entrée de gamme, ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle génération d'utilisateurs qui va chercher un boîtier entrée de gamme, mais qui, jusqu'à présent, se tournent toujours vers Sony ou vers Canon parce qu'ils veulent de l'autofocus. Là, maintenant, ils se tourneront vers Fujifilm, si ce XS20 intègre en tout cas des performances d'autofocus comme on a ici sur les X-H2S. Donc je suis curieux en tout cas de voir comment tout ça va évoluer. Si on va dans cette direction-là, mais waouh quoi, là je crois que tu l'auras entendu dans ma voix, hein, il y avait de l'enthousiasme là-dedans parce que ouais, je m'attendais pas à ça. Les performances du X-H2S d'un point de vue autofocus étaient déjà là depuis le début, on voyait très clairement l'évolution, mais là on arrive à un tel niveau que ça fait plaisir, quoi, hein. C'est-à-dire que le secteur était leadé par Sony et par Canon. Maintenant, on a Fujifilm qui débarque. Et waouh, merci Fujifilm de nous avoir fait ça, c'est juste dingue. N'hésite pas en tout cas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires par rapport à cette nouvelle évolution de l'autofocus. N'hésite pas aussi à partager en tout cas tes retours d'utilisation si tu utilises aussi le X-H2S. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses par rapport à ton domaine d'activité. On est preneur, la communauté est preneur de ton retour d'expérience. Tout le monde pourra évidemment en profiter, donc n'hésite pas à partager ça dans la zone commentaire. Je te dis de toute façon à dans une prochaine vidéo, ou même à tout de suite dans une autre vidéo si tu regardes le reste de la chaîne 100% vidéo Fujifilm.